Alors, Marie-Louise Faure d'abord. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la politique européenne de voisinage créée en 2004 s'appuie sur deux plateformes régionales. L'Union pour la Méditerranée, qui s'adresse à 10 pays du Proche-Orient et de la rive sud de la Méditerranée, et le Partenariat oriental, qui couvre 6 pays d'Europe de l'Est et du Caucase Sud. Elle a pour base juridique l'article 8 du traité sur l'Union européenne. Son but est d'encourager des relations plus étroites avec les pays limitrophes de l'Union européenne, non engagés dans un processus de négociation d'adhésion, et ainsi d'y promouvoir des réformes politiques et économiques de nature à enraciner la prospérité, la stabilité et la sécurité dans l'intérêt mutuel des deux parties. Alors, elle se déploie par l'intermédiaire d'accords bilatéraux signés entre l'Union européenne et ses partenaires, qui sont de trois natures: les accords euro-méditerranéens établissant une association, les accords de partenariat et de coopération et les accords d'association créant une zone de libre-échange approfondie et complète. Les pays souhaitant renforcer leurs relations avec l'Union européenne et se rapprocher des standards communautaires concluent en outre à cet effet, pour une durée de 3 à 5 ans, des plans d'action bilatéraux prévoyant un programme de réforme politique et économique. Le Service européen pour l'action extérieure et la Commission européenne publient annuellement pour chaque pays partenaire un rapport de suivi analysant les progrès déjà réalisés et décrivant les actions restant à mettre en œuvre afin de se conformer au plan d'action bilatéral. La politique européenne de voisinage est actionnée par le biais de plusieurs leviers concrets: la coopération sectorielle, la coopération transfrontalière, la participation aux agences et programmes communautaires, ainsi qu'à des programmes d'assistance technique ad hoc. En 2011, l'Union européenne a réaffirmé l'importance de ces relations de voisinage à travers une nouvelle approche, encore en vigueur aujourd'hui, fondée sur 4 réorientations: une plus grande différenciation pays par pays des objectifs de coopération, l'accroissement et de la conditionnalité de l'aide financière, le soutien au développement d'une économie solidaire et le renforcement des synergies régionales. En 2007, un mécanisme unique de financement a été créé pour l'ensemble de la politique européenne de voisinage, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, crédité à hauteur de 13,4 milliards d'euros pour la période 2007-2013. Ce mécanisme est remplacé depuis le 1er janvier 2014 par l'instrument européen de voisinage, l'IEV, qui s'intègre dans le paquet de programmation budgétaire du cadre financier pluriannuel 2014-2020. Doté d'un budget de 15,4 milliards d'euros pour cette période septennale, il se caractérise notamment par l'application du principe more for more, c'est-à-dire l'intégration d'un certain degré de conditionnalité en fonction des progrès réalisés en matière de respect de la démocratie et des droits de l'homme. Alors, les 16 pays partenaires ont une vocation commune à se rapprocher de l'Union européenne, mais se caractérisent aussi par des disparités imposant des approches variées et des rythmes différenciés. L'Union pour la Méditerranée est née en 2008, durant la présidence française de l'Union européenne, sur les fondements du partenariat Euromed, dit processus de Barcelone. Inspirée des principes de réciprocité, de solidarité et de co-développement, elle a jeté les bases d'une nouvelle forme de coopération régionale visant à promouvoir la paix, la stabilité et la croissance dans les pays partenaires. Ne participent à la politique européenne de voisinage que les 10 pays du pourtour méridional de la Méditerranée non reconnus comme candidats à l'adhésion à l'Union européenne, c'est-à-dire 9 pays arabes: l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, les territoires palestiniens et la Tunisie, ainsi que la Libye et la Syrie, aujourd'hui inactifs dans l'organisation compte tenu de leur situation domestique, plus Israël. Cette coexistence a été conçue par l'Union européenne comme un moyen de peser pour avancer vers une résolution du conflit israélo-palestinien, longtemps le principal point noir sécuritaire de la région. La détérioration de la situation au Sahel, en Libye et en Syrie a considérablement compliqué la donne en Méditerranée et au Proche-Orient et justifie plus que jamais que l'Union européenne y déploie sa politique de voisinage. Parmi ces 10 pays, la coopération politique, culturelle, économique et commerciale est particulièrement fructueuse avec le Maroc et la Tunisie, qui bénéficient d'un statut de partenaire avancé, ouvrant la voie à la possible constitution d'une zone de libre-échange approfondie et complet dans les années prochaines.
Le partenariat oriental est une institution très jeune, imaginée par la Pologne, qui s'est ensuite faite l'avocat de l'initiative en compagnie de la Suède, et elle n'a vu le jour qu'en 2009, sous présidence tchèque de l'Union européenne, la première à avoir été exercée par un pays d'Europe centrale issu de l'ancien bloc socialiste. Elle est, elle, axée sur 3 priorités: accélérer l'association politique, approfondir l'intégration économique, organiser la mobilité des citoyens. Quoiqu'il ne possède pas de statut d'organisation internationale, le partenariat oriental s'est avéré dynamique grâce d'une part au volontarisme marqué de la part de plusieurs des États y participants et d'autre part du leadership politique fort manifesté à son égard par le Service européen pour l'action extérieure. Son fonctionnement est cependant handicapé par le fait que 4 de ces 6 pays sont amputés d'une partie de leur territoire à la suite d'opérations de séparatisme agressif et que 2 d'entre eux, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, s'affrontent directement. La Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine ont signé avec l'Union européenne le 27 juin 2014 des accords d'association instituant des zones de libre-échange approfondis et complets. Pour ce qui concerne les 2 premiers bénéficiaires, ils sont effectifs de manière provisoire depuis le 1er septembre 2014, en attendant leur ratification par tous les États membres. Pour ce qui concerne l'Ukraine, dans un souci d'apaisement avec la Russie, l'entrée en vigueur du texte initialement prévu le 1er novembre 2014 a été repoussée au 1er janvier 2016 et des consultations trilatérales relatives à sa mise en œuvre ont été ouvertes. Donc la décennie qui s'est écoulée depuis la création de la politique européenne de voisinage a été marquée par des bouleversements politiques profonds aux frontières méridionales et orientales de l'Union européenne, et la plupart des États y ont perdu en stabilité. Le mouvement centrifuge s'est même considérablement accéléré depuis 2011, année de sa première révision. Donc la politique européenne de voisinage n'a pas toujours permis d'apporter des réponses adéquates à ces situations nouvelles, ni à l'évolution des aspirations des partenaires de l'Union européenne. Dès lors, elle n'a pas non plus entièrement satisfait les intérêts européens, d'autant qu'elle n'est pas exempte de critiques. Elle souffre d'un certain flou conceptuel, de la tension perpétuelle entre valeurs politiques et intérêts économiques, de la modestie des crédits au regard des enjeux, de lourdeur bureaucratique, mais aussi des différences de positionnement stratégique et des divergences politiques, voire des conflits entre les 16 pays partenaires. Cet outil institutionnel constitue toutefois un vecteur permanent efficace pour faire avancer à ses frontières les valeurs politiques et économiques de l'Union européenne, et c'est pourquoi la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure ont décidé de la réviser et ont publié à cet effet un livre vert ouvrant une consultation publique jusqu'au 30 juin 2015, dans lequel, Madame la Présidente, nous nous inscrivons, et je passe la parole à mon collègue Joachim Peillot.